Donc, on avait le psychothérapeute Alain Rapin qui nous a fourni un aspect plutôt psychologique, notamment de l'infection, lorsqu'on est infecté et notamment en temps d'épidémie, notamment la sphère de l'isolement, le repli sur soi et puis la sphère anxiogène. Et le sociologue Roger Cantacuzen qui nous a fait un topo approfondi sur... Pardon, je ne me suis pas remise de ma toux, de ma grippe. Alors, qui nous a fait un topo approfondi sur la sphère sociologique, sur l'épidémie actuelle, notamment en temps de Covid. C'est vrai que il nous a vraiment mentionné, notamment sur les mesures qui ont été entreprises par rapport au Covid, l'impact économique et ce qui diffère justement de cette épidémie avec les précédents, notamment celle qu'on connaît aussi, celle du virus du sida. Donc là, ce soir, on aborde les virus expliqués aux enfants. Je suis accompagnée de deux belles, charmantes dames. Cédrine Ouka, psychologue. Je la laisse la présenter. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Cédrine Ouka, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et donc membre d'Action Sida Martinique depuis innée, depuis que ma sœur est née, donc en 87. Et je suis accompagnée de Fabienne Christine. Alors, je suis Fabienne Christine. Bonsoir à tous. Donc, un parent qui s'interroge concernant les virus, comment parler aux enfants, comment parler aux adolescents. Donc, je suis un parent qui a une adolescente de 14 ans et qui s'interroge et qui s'intéresse à cette thématique. Merci à vous les filles d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci. Et alors, j'en profite aussi pour dire que ce soir, on a des personnes qui viennent notamment de loin. Hein, je pense qu'on a des personnes du Bénin qui nous écoutent ce soir pour voir comment justement nos façons de faire et comment eux autres, ils peuvent justement transmettre à leur population. Donc, sans plus tarder, on va commencer cet échange avec Cédrine qui va ouvrir le dialogue. Alors, oui, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ida, tu l'as bien dit, ce n'est pas vraiment le temps pour pouvoir vous faire un diaporama bien ficelé sur de la théorie, mais bien une discussion. Donc, parce qu'en fait, avant d'être psychologue, je suis un parent également. Et c'est vrai que lors de ce qu'on a vécu là au niveau du confinement, de la période actuelle de crise sanitaire, on a eu des inquiétudes et c'est vrai que se pose la question de comment on aborde ces questions-là à nos enfants, notamment quand nous, parents, nous sommes angoissés. Angoissés, très angoissés. Donc, c'est vrai que certaines fois, il y a une première chose à faire, c'est déjà faire le point sur nous parents. Nous parents, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on voit? Là, on va parler principalement des virus, les virus lambda, hein, j'ai envie de dire, sans rapport avec la sexualité, ce sera plus simple au départ. Mais vous avez bien compris que si jamais je prends le temps de vous dire qu'il y aura les virus épidémies sans rapport avec la sexualité, peut-être que tout à l'heure, on ne sait pas. Des questions qui vont émerger. On va aborder peut-être le sujet de la sexualité. Donc, les virus et épidémies sans rapport avec la sexualité, on va parler de la simple grippe à ce qu'on a eu là au quotidien, c'est-à-dire le Covid. C'est vrai que pour la grippe, bizarrement, on arrive sans problème à dire à notre enfant
tu es malade, tu es grippé, tu as une gastro, faut te laver les mains. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément une valence émotionnelle, anxieuse derrière. Là où ça a été plus problématique, c'est quand effectivement nous-mêmes, nous sommes confrontés à la peur, à l'incertitude, à l'inconnu, à notre angoisse personnelle. Comment en fait, à ce moment-là, on peut essayer de rassurer un enfant alors que nous-mêmes, nous sommes angoissés. Donc, faire le point sur nous, sur notre manière de gérer. Et on va tout d'abord expliquer aux enfants. Donc, Fabienne, comment as-tu expliqué à ton adolescente aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu as dit? Je vous avoue que c'était une question qui me trottait l'esprit tous les jours, surtout à la reprise après le confinement. Je me suis dit comment on peut aborder la problématique du virus Covid, le retour après l'école, comment ça va se faire. Et j'ai eu beaucoup de difficultés dans la pratique à lui faire comprendre certaines choses. Donc, ça a été une période très difficile, en sachant que les jeunes adolescents, ils aiment bien, après le confinement, c'est l'explosion, on a envie de se rencontrer, on a envie après cette longue période, on a envie de se rapprocher de ses amis scolaires. Et là, je me suis dit, mais bon, d'accord, on porte le masque, mais comment faire? Comment je peux lui expliquer ça? J'ai regardé en fait quelques informations sous les médias, mais dans la pratique, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre à une adolescente de 14 ans qu'il ne fallait pas qu'elle se rapproche trop de ses camarades de classe. Donc, c'est une vraie question et j'aurais aimé qu'on m'éclaire là-dessus. Voilà. En fait, effectivement, tu as bien parlé d'expliquer. La première chose, c'est expliquer le virus aux enfants. Expliquer, donc là, on parle du Covid, hein, effectivement. Donc, je ne suis pas activée, excusez-moi. Donc, je ne sais pas si on m'entendait. Donc, j'expliquais qu'en fait, c'est vrai que dans les premières choses, il faut expliquer aux enfants, expliquer ce qui se passe. Donc, effectivement, s'informer, mais pas… Alors, le souci, je reprends un petit peu ce que disaient hier les confrères qui étaient les intervenants d'hier. En fait, effectivement, on était submergé par des tas d'informations hier et d'informations pendant le confinement sur le Covid, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que c'était compliqué de faire le tri. Donc, une première chose, effectivement, on va expliquer qu'effectivement, là, il y a un nouveau virus qui ressemble à la grippe, a priori, et il y a des mesures à mettre en place pour éviter la propagation du virus, pour protéger donc les personnes qui sont vulnérables et également les enfants. Expliquer aux enfants, alors c'est vrai que la difficulté d'ailleurs de ce qu'il y a eu chez nous en Martinique, hein, c'est que beaucoup d'enfants n'ont pas été en classe depuis novembre parce que ils étaient déjà, certaines écoles étaient en grève. Donc là, on leur dit de rester à la maison. Certains étaient très contents, mais d'autres étaient un petit peu plus anxieux selon la pathologie en plus qu'il y a de départ. C'était compliqué. Et là, en plus, se rajoute donc une maladie qu'on ne connaît pas, qui a l'air d'être floue pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les mots? Comment expliquer? Donc, c'est vrai que la première chose à faire, c'est aller sur les sites qui sont… les sites qui sont réglementaires, c'est-à-dire que les sites comme l'ARS, les sites
où on a la vraie information, qui vont nous donner, en fait, ces sites vont nous donner ce qu'on est, l'état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, nous, parents, on voit qu'est-ce que l'on peut dire et comment on peut aborder les choses. C'est vrai qu'on ne va pas aborder les choses à un enfant de primaire, maternelle, comme on aborderait un enfant de collège. Justement, Cédrine, c'est ce qui est important, comme tu dis, c'est d'avoir ces bonnes informations qui sont correctes sur des sites vérifiés, notamment du gouvernement, et de soi-même de transmettre, d'adapter le discours Alors, par rapport à l'âge. oui. Si je voudrais ajouter, par exemple, hier, elle me montrait une photo d'elle avec une camarade. Si on avait adapté le discours, mais je vois sur cette photo qu'elle a retiré son masque, elle a embrassé. Je me dis, mais comment faire malgré les médias, malgré les réseaux, malgré les informations qui sont récurrentes? J'avoue que c'est assez difficile dans le quotidien. Effectivement, à ce moment-là, on pourrait demander, par exemple, là, on prend un cas concret, on pourrait demander à ta fille, qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qu'elle en pense, en fait, sur cette photo? Là, elle est dans un contexte amical. Nous-mêmes, nous sommes dans un contexte, là, on nous voit toutes les trois. Bon, on essaye de faire en sorte de regarder notre ordinateur pour éviter, en fait, c'est mon ordinateur, mais on a mis en place des distances de sécurité. Non, mais quand je dis distance de sécurité, je pensais aux barrières. Les barrières Vauban, on n'a pas pris les barrières Vauban, mais bon, en même temps, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques pour tout un chacun. Puisque là, à l'heure actuelle, nous sommes sur un terrain qu'on ne connaît pas. Donc, justement, ce point me fait faire un petit saut très facile avec justement l'arrivée du virus du sida dans le monde, où on ne connaissait pas cette pathologie qui était nouvelle. Et pareil, il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu qu'on mette en place des gestes, des actes pour pouvoir éviter en fait la propagation. Donc, allez, je reviens sur nous en tant que Covid et puis on va revenir sur la sexualité après. Oui, j'espère que tu vas revenir là-dessus parce que c'est aussi intéressant et important. J'ai l'impression aussi qu'il y a des participants qui souhaitent savoir, justement, avoir des moyens justement pour aborder aussi la sexualité avec leurs enfants. C'est de manière élargie. Hein? C'est ça. Donc, déjà, je vais prendre les cas des enfants plus petits. Hein. Les plus petits, ça va, c'est plus facile, ils sont plus malléables. Par contre, ce sont de vraies éponges à émotions. Donc, chers parents, si jamais vous êtes angoissés à côté de votre enfant et tout changement de comportement de votre enfant qui est plus ou moins énervé, qui se montre un peu tendu, qui est chimérique, bon, mis à part les côtés où il tombe malade, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train de réagir à une angoisse qu'il n'arrive pas à verbaliser? Donc ça, il faut faire attention un petit peu à tout ça. Mais par exemple, on pourrait lui dire, tu as entendu parler du coronavirus? Moi, je parle des plus petits, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Si oui, comment tu te sens quand tu entends parler du coronavirus? Est-ce que ça te fait quelque chose? Pareil, on peut parler du sida, on va faire la même chose. Est-ce que tu as déjà entendu parler du sida? Oui, non, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu en dis? Quelle est ta version, en fait? Quelle est ta compréhension de cette maladie, de cette grippe? Qu'est-ce que tu entends?
ça permet à l'enfant de mettre aussi déjà nous, en tant que parents, de savoir à quel niveau d'information est-il, à quelle vérité est-il, comment il est en fait face à cette pathologie, comment il est, comment il se positionne. Voilà, je cherchais le mot. Pareil, on pourrait prendre le mot cancer. As-tu entendu parler du cancer? En ce moment, on est dans l'Octobre rose. As-tu entendu parler du cancer du sein? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça? C'est toutes les pathologies, en fait, tous les virus, toutes les épidémies, toutes les maladies. On peut lui demander comment tu te sens quand tu entends ce nom-là. Et si jamais les enfants sont plus ou moins petits, on peut leur donner des émoticônes pour qu'ils représentent leurs émotions. Tranquille, confus, préoccupé, curieux, nerveux, triste, content ou n'importe. Ils s'en foutent. Ça arrive. Alors, émoticône, juste pour que tout le monde puisse comprendre, c'est les petites images les petits smileys. D'accord, pour que tout le monde puisse être au clair aussi. Attendez, j'essaie de trouver un smiley, mais... Pour partager. Ouais, alors, c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser des images pour qu'ils puissent s'identifier justement par rapport à leurs sentiments. Je me sens bien, je me sens triste, je me sens en colère, anxieux. Donc, de le faire d'une manière imagée. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran partagé. Ah non, je ne peux pas partager. Il faut que je puisse être acceptée par mon cher et tendre technicien. C'est bon? On ne sait pas. Bon, bref. Alors, je vais essayer de mettre dans le chat, en fait, des émoticônes. On va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne. On va essayer de vous mettre des émoticônes. Mais est-ce que pour la plupart, vous voyez, mettez un pouce si jamais... voilà, le smiley, d'ailleurs, le pouce fait partie des émoticônes, par exemple, des réactions. Dans les réactions, dans les... je viens de l'afficher. C'est bon, tu as affiché un truc? J'ai affiché un petit pouce. Voilà. Le pouce, c'est un émoticône. Donc, c'est une indication de ce qu'on fait. Alors, bien sûr, émoticône, émotion, donc c'est bien sûr les icônes émotionnelles. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est bon? Donc, en fait, on peut demander à l'enfant de représenter comment lui il se sent, comment lui il parle, comment il se positionne face au virus. Et puis, nous, les adultes, on peut aussi très bien voir que l'enfant, si un enfant nous dit qu'il est anxieux, qu'il entend plein de choses, même si on a une très grande envie d'écouter le journal, je pense que c'est possible. En tout cas, pendant le Covid, pendant le confinement, c'était possible de réduire finalement les informations. Parce que de toute manière, on avait les informations. Qu'on se le dise, les informations arrivaient sur nos téléphones, les informations arrivaient un petit peu partout. On a les informations, mais effectivement, le côté où on les entend au journal et tout ça, c'est assez anxiogène. Donc, faire attention à ça. Et c'est vrai, justement, pour revenir avec ce qu'il a dit, M. Cantacuzen, et que cette épidémie de COVID d'aujourd'hui, elle est impressionnante face à son omniprésence, sa visibilité. Donc, tous les jours, on avait le décompte des décès, des personnes qui étaient malades, des situations critiques. Et c'est vrai que ça crée justement ce climat anxiogène et que, justement, lorsque vous êtes à la maison, bon, c'est éviter de mettre les nouvelles, justement, devant les enfants. Parce que ça peut ramener plus d'anxiété. C'est exact. Comme tu dis, Ida, c'est vraiment s'interroger sur nos propres peurs en tant que parents pour rassurer notre enfant. Plus on sera rassuré, plus on sera confiant, l'enfant peut être aussi dans cette dynamique. Mais c'est vrai qu'il faudrait temporiser sur les médias, sur le temps qu'on passe à regarder
les médias pour qu'il règne un climat de sérénité à la maison. Oui, c'est ça. C'est aussi s'octroyer, là, je prends le cas du confinement, mais c'est aussi s'octroyer des moments où finalement, out, on coupe, entre guillemets, de l'information coronavirus, maladie. On n'est pas que ça. Et il y a autre chose, en fait. Donc, il y a une autre vie que, effectivement, cette omniprésence de cette maladie-là qui est en suspens comme une épée de Damoclès autour de nous. Donc, on peut à ce moment-là jouer en famille, on peut avoir des discussions en famille sur à la fois nos émotions, sur alors aujourd'hui, bon ben, par exemple, pendant le confinement, effectivement, il y avait travail scolaire à la maison, donc on était en plus, c'était compliqué pour certains d'entre nous, hein, je prends même moi, hein. Arrivé à un moment donné, on devait travailler, plus s'occuper de la scolarité des enfants, plus s'occuper de la maison. Donc, ça faisait beaucoup de choses, en fait, à mettre en place. Et je pense qu'à un moment donné, il fallait couper, entre guillemets, avec tout ça pour pouvoir, en fait, se consacrer à juste la vie de famille, en fait. Le côté où, avec notre enfant, ben, on a besoin de parler, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'entendre aussi l'émotion de chacun. Qu'est-ce que lui éprouve, mon enfant éprouve, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce que moi je veux lui dire, parce que là, sur le coup, peut-être que c'était aussi l'occasion d'être vrai avec nos enfants. N'ayons pas peur de dire à nos enfants, non, regarde, là, j'ai peur. Là, je me sens pas bien parce que ça m'inquiète aussi. L'enfant, il va se sentir rassuré parce que, entre guillemets, mon parent me fait assez confiance pour me dire les choses, mais mais il m'écoute aussi pour entendre en fait mon émotion. Donc, c'est assez intéressant en fait de pouvoir switcher, on va dire, et puis dire la vérité à nos enfants sur le coup, dire ben là j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Ah, tu as peur? Mais moi aussi j'ai peur. Je me sens pas bien des fois avec ça. Mais on va traverser ça ensemble. Et tout de suite, c'est plus rassurant. C'est tout à fait intéressant ce que tu dis, Cédrine. C'est vrai, il faut être authentique avec sur ce qu'on ressent et être capable d'en parler à ses enfants. Donc, il y a une première question ici. Justement, quel serait le meilleur moment, à quel moment aborder ces sujets au quotidien? Est-ce que c'est à la sortie de l'école? Est-ce que c'est des discussions à table? Est-ce que c'est quel moment qu'on choisit justement pour parler de ces choses-là avec les enfants? Alors, effectivement, il n'y a pas forcément un bon moment. Il y en a plusieurs. Parce qu'il y a des enfants, c'est aussi selon l'enfant qu'on a, hein, selon notre enfant qu'on a devant nous. Il y a des enfants qui sont super loquaces. Ils sortent de l'école, ils voient racontent toute leur vie. Genre, j'ai vu ça, j'ai fait ça, mais tu comprends pas, j'ai fait ça. Ah non, lui, il a fait ci, le prof, il m'était. Il y a des enfants, ils sortent de l'école, vous avez tout son programme, toute sa journée, il vous l'a dit sans problème. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué, ils ont du mal à rentrer dans la discussion. Donc, nous, en tant que parents, on est des fois là à chercher l'information, à se tirer les verres du nez pour, entre guillemets, savoir comment s'est passée cette journée. Et puis, bizarrement, il est l'heure du repas. On a coupé tout, on a laissé les portables. On a un petit moment one-one. Alors, j'avais une collègue qui me disait, parce que je lui avais envoyé un message à je ne sais plus quelle heure, et puis elle m'a dit le lendemain, excuse-moi, mais avec ma fille, on a un rituel où, arrivé à une certaine heure, je ne suis plus du tout connectée sur mon téléphone parce qu'en fait, c'est son moment. Et parce que je m'étais rendu compte qu'effectivement, et elle me l'a fait remarquer, que j'étais souvent sur mon portable à travailler. Et donc, voilà. Donc, pendant un petit moment, elle n'est plus sur son portable et puis après, elle l'oublie. Effectivement, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place. C'est des petites choses où, en fait, c'est, si vous voulez, il n'y a pas forcément de moment spécifique, mais il y a un moment à créer. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous voyez, vous mettiez des pouces.
C'est comme s'il faut, comme tu as parlé de rituel, et je pense que ça peut parler justement de créer ce moment, cet espace pour parler avec notre jeune. Et ça peut être après le repas ou au moment, je sais pas, de se brosser, de se laver les dents ou le matin dans la voiture. C'est ça, avant d'aller. De créer le moment où l'enfant va se dire, bon, ben là, c'est mon moment. C'est à moi. Et Céline, par rapport à ce que tu dis, je vais te poser la question, comment faire quand l'enfant apprend que dans son école, qu'il y a un cas de Covid, voire même 2 cas de Covid, et elle revient à la maison toute affolée, voilà, il y a 2 cas de Covid, qu'est-ce qu'on fait? Je vais à l'école ou pas? Bon. Alors déjà, nous, on va se rassurer. On va aussi se rassurer. On va, d'accord, il y a 2 cas de Covid. OK. Est-ce que tu étais en lien avec ces personnes? Qu'est-ce qu'il a été dit dans ta classe? Est-ce que déjà les personnes sont dans ta classe? Est-ce que l'école a demandé de faire attention à certaines choses? En fait, on va si vous voulez, c'est sortir du côté purement émotionnel, taire des fois un petit peu ce côté très angoisse, très émotion, pour pouvoir mettre du raisonnement dedans. Quel est, en fait, à ce moment-là, non pas, alors là, sur le coup, je ne suis pas en train de nier ton émotion, mais par contre, j'essaie de savoir exactement qu'est-ce qui doit être mis en place pour t'accompagner au mieux dans ta peur, dans ton angoisse. Parce qu'effectivement, la situation actuelle, elle va lever des angoisses, elle va lever les angoisses chez les enfants, elle va lever les peurs. Est-ce que je vais être malade? Est-ce que tu vas être malade? Est-ce que papa va être malade? Est-ce qu'en fait, on va mourir? Est-ce qu'on ne va pas mourir? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Justement, comment on fait pour gérer leur peur? Alors, justement, il faut donc rassurer, il faut entendre en fait cette peur, mais il faut aussi, comme je disais, y mettre du raisonnement, y mettre un petit peu d'objectivité. Donc, l'enfant, il a besoin d'être rassuré, il en aura toujours besoin. Ça fait partie des besoins physiologiques de tout un chacun de mettre cette pyramide de Maslow, elle y est, j'essaie de la retrouver. La pyramide des besoins de Maslow, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, c'est quand même après les besoins physiologiques de repas à manger, hein, le besoin de sécurité, il est juste après. Hein. Donc, il a besoin, les enfants ont besoin en fait d'avoir ce côté où je me rassure. Donc, on a besoin d'être rassuré. Même des peurs par rapport à l'avenir. Hein. C'est ça. Se disent pourquoi travailler à l'école, pourquoi étudier, s'il y a la Covid, on va tous mourir. Donc, c'est vrai que c'est c'est aussi mettre du sens. Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qu'elle te dit en fait, cette peur? Tu as peur de quoi en fait? Déjà aussi savoir ça. De quoi cet enfant a peur? Parce que peur, j'ai peur. Oui, mais de quoi tu as peur exactement? Et en fait, selon ce qu'il vous dit, vous pouvez réagir. Et c'est en ça que là, sur le coup, c'est vraiment apprendre à communiquer avec notre enfant. C'est pas simplement dire j'ai peur, mais un petit peu lui permettre d'élaborer, lui permettre de dire c'est quoi cette peur. Il a peur de quoi cet enfant? Parce que finalement, peut-être qu'on pense qu'il a peur du Covid, mais non, il n'a pas peur du Covid du tout. Il a peur d'un autre truc derrière. Et donc, on va un petit peu le rassurer, lui permettre de relativiser, lui dire que effectivement, ça nous permet de nous rassurer aussi des fois, de dire juste, c'est vrai que on n'a pas été en contact, on fait attention. Est-ce que tu as mis en place les gestes en fait qu'il faut? Ah oui, mais des fois j'oublie de mettre le masque. Ah, bon ben la prochaine fois tu sauras qu'il faudra pas l'oublier. Vous voyez, entre guillemets, relativiser, rassurer, lui mettre en fait l'aider à mettre du sens
dans cette peur, à l'aider à raisonner cette peur, en fait. Et puis en même temps, si je comprends bien, c'est qu'on l'aide aussi à se responsabiliser aussi, Exactement. ça a notamment un rappel par rapport aux gestes de sécurité, aussi de prévention, parce que notamment dans les peurs, les enfants, bon, si je m'en vais voir mamie, est-ce que je peux lui transmettre la COVID? Donc, justement, il y a cette peur de transmission qui est Ah, mais élargie. de toute manière, elle est omniprésente, même chez nous, les adultes. C'est-à-dire que c'est vrai que même moi, alors moi, je fais je donne beaucoup de séances à domicile, au domicile des patients. Donc, quand vous allez au domicile des patients, certains patients, vous les évitez hein, quand il y a risque autour de vous de transmission. Ben, il y a des fois où on a été en contact avec quelqu'un qui est cas contact positif. Même si on sait qu'on a mis des précautions, on va remettre des précautions derrière pour se dire, bon, ben, je ne vais pas aller chez cette mamie-là qui est déjà fragile. On ne sait jamais. Même si moi, je sais toutes les précautions que je mets, laver les mains, toutes les masques et tout ça, on fait attention. Donc voilà. Mais on reprend sur le cas des enfants. Effectivement, ils n'ont pas tort en fait. En quelque part, il faut leur dire oui, ben, c'est très bien que tu t'inquiètes. Maintenant, on va voir si oui, on peut aller chez mamie, aller chez tonton qui est malade ou pas. Mais en fait, je ne sais pas comment expliquer mieux, mais en fait, c'est lui dire qu'il est formidable cet enfant de prendre le temps de comprendre que l'autre, il peut être touché. Donc, c'est pas mal. C'est le rassurer aussi dans ça. Mais ce que j'entends aussi, c'est aussi de le valoriser, cet enfant, aussi pour leur dire, oh, ben, c'est bien que tu m'en aies parlé aussi, et que ben, je suis là pour t'écouter. Et comme ça, ils se sentent valorisés C'est ça. aussi. Et ça crée, j'imagine, le lien de confiance. Et ce qui va amener justement l'enfant à parler davantage. Mon enfant va pouvoir me dire les choses. Mais Parce alors, que je ne nie pas non plus son émotion. Mais alors, justement, mais s'il y a des enfants qui n'en parlent pas, hein, parce qu'on t'a parlé un peu qu'il y en a il y a des Des enfants qui sont plus réticences. loquaces, qui vont parler de leur journée, ils vont parler de tout. Mais il y a des enfants qui sont un peu moins loquaces, qui parlent moins. Comment on fait? Est-ce qu'on provoque? Qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner notre enfant pas à pas. C'est-à-dire que vraiment, sur le coup, on ne va pas forcément aller rentrer dedans. Sur ceux qui ne parlent pas, ben, on fonctionne avec ceux qui ne parlent pas. Ils ne parlent peut-être pas parce que peut-être qu'ils ne se sentent pas forcément non plus angoissés. Donc, ce n'est pas forcément la peine de créer de l'angoisse là où il n'y en a pas. Et puis, surtout, on va un petit peu ne pas interpréter trop les enfants. C'est pour ça que justement, quand on voit que notre enfant, il saute, il machin, il est chimérique, ce que je reprends tout à l'heure, il n'est pas bien, il a l'air pas bien, on peut lui poser la question. Mais il faut des fois éviter fortement d'interpréter tout ce que l'enfant fait. Ça, c'est de manière générale. Parce qu'en fait, nos interprétations, des fois, c'est nos propres craintes qu'on est en train de transmettre. Alors, j'ai une autre question ici. Est-ce qu'il faut éviter de leur transmettre certaines informations ou il faut vraiment être transparent avec eux? Par exemple, le nombre de cas, le nombre de morts, les 3 petits points. D'accord. Donc, je vais dire que non, certaines infos n'ont pas forcément de nécessité, notamment le nombre de cas ou le nombre de morts. C'est déjà assez angoissant de manière générale. Et comme je disais tout à l'heure, on ne va pas rajouter de l'angoisse sur quelque chose qui est déjà anxiogène. Donc, faut éviter. Et oui, comme disent certains, effectivement, ils peuvent passer par le dessin si le dessin est une bonne idée,
si vraiment on sent qu'il y a de l'angoisse, mais qu'ils ne parlent pas. Mais comme je disais, il y a aussi effectivement des enfants qui n'ont pas... il y a des enfants qui ne ressentent pas l'angoisse, en fait, qui sont juste là à prendre la vie avec Pepsi. Tranquille, placement de produit. Céline, tu as dit que cette peur doit être gérée de manière, bon, avec ton enfant, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait aussi la gérer au niveau du point de vue collectif? C'est-à-dire, même si la crainte qui se pose, c'est que même si tu gères ton enfant, tu le calmes, tu le sécurises, à la maison, mais à l'école, il y a le groupe, le phénomène de groupe. Et quelle arme peux-tu nous conseiller pour guider notre enfant face au groupe qui est peut-être déjà apeuré? Alors, le groupe qui est déjà apeuré, là sur le coup, c'est transmettre à l'enfant qu'il peut être également le calmant, entre guillemets, des autres. C'est-à-dire que si chez moi, j'arrive à le calmer, il va comprendre, il va pouvoir, entre guillemets, prendre en compte ce que l'autre lui dit. Et mettre en place, effectivement, on peut supposer, hein. C'est-à-dire qu'après, c'est toujours des essais-erreurs, mais on sait effectivement que notre enfant, par exemple, si jamais on arrive à bien créer le climat de confiance, à mettre en place, en fait, que l'enfant, il se dise, mais je peux parler à mon parent. Il y a pas, il me semble hein, qu'il va pouvoir, en fait, arriver à l'école et dire... oui, mais peut-être que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être qu'en fait, il va pouvoir essayer de calmer avec ce qu'on lui a transmis nous, essayer de calmer en fait l'autre qui peut être angoissé et qui ne parle pas forcément. Alors, justement, tu parlais du climat de confiance. Comment créer un climat de confiance avec son enfant? Eh ben, en lui parlant, hein, la communication, c'est la clé. Communiquer, c'est pouvoir en fait avoir une réciprocité dans notre discours avec notre enfant. C'est pas simplement lui donner juste des règles à suivre. En fait, c'est aussi l'entendre, entendre ses émotions. C'est aussi se remettre des fois en question, hein, même si on a notre ligne directrice, on a notre éducation qui est déjà ficelée, on sait nos bases, on connaît ce qu'on veut lui transmettre, mais aussi entendre en fait ce que notre enfant il veut nous dire. C'est évident. C'est pas évident en tant que parent. On crie, moi la première. Hein. Je suis pas psychologue pour mon fils, hein, par exemple, mais on va crier parce qu'il n'est pas en train de suivre en fait la ligne qu'on lui a donnée. Mais, et puis qu'il fait des bêtises, il a le droit en fait de faire des bêtises, mais il peut nous dire, il faut qu'il sache que même si, entre guillemets, il y a cette ligne qui est, ce cadre en fait qui est ficelé, il a le droit à la parole. C'est pas en fait juste de la rigidité. C'est pas juste une éducation rigide. Elle est rigoureuse, elle est stricte, mais on peut parler. Et en fait, le côté où on peut parler, ça permet de créer ce climat de confiance. Ça permet de lui dire, mais ce que tu me dis, eh ben, je l'accueille. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je l'accueille. Voilà. C'est une idée. Donc, pardon. Alors, il y a justement cette ligne directrice, comme tu dis, on a nos bases, nos valeurs, on a cette éducation qui est transmise par nos parents, hein. Et on essaie de transmettre justement ça à nos enfants. Il faut créer ce climat de confiance avec les enfants pour qu'ils puissent se sentir à l'aise pour pouvoir parler et se sentir écoutés. Est-ce qu'il y a des mots justement pour créer ce climat de confiance qu'on pourrait ajouter pour pouvoir... Je t'écoute. Je t'écoute. Tu as des revendications à
Cite-les-moi. Non, blague à part, mais c'est une blague. Mais, mais ça peut être ça, c'est-à-dire qu'en gros, rien que le je t'écoute. Alors, on va se prendre un cas sympa. Votre enfant vous lui avez demandé de ranger sa chambre combien de fois? Alors, je pense que ça, c'est... mais c'est de manière très générale. Hein? Tous les parents Confrontés à ça. Par là. Alors, on a même un Nous sommes tous commentaire. confrontés à ça. Quelquefois, les enfants sont saoulants. Oui, c'est exactement ça. Hein? Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Peut-être que je l'ai peut-être bercé trop près du mur, je ne sais pas. Mais pourquoi il ne fait pas en fait ce que je veux? Donc forcément, climat de nervosité, ça crie et tout ça. Et l'enfant essaye de vous dire, mais par exemple, moi j'ai déjà eu le cas où je lui ai demandé de ranger sa chambre, mais effectivement, je lui ai demandé de ranger sa chambre, de faire ci, de faire ça, de sortir la poubelle. Puis arrivé à un moment donné, l'enfant il ne fait plus rien. Et moi, je crie. Et puis, il me dit, oui, mais maman, tu m'as demandé trop de choses. Arrivé à un moment donné, il s'arrête et il me dit, maman, tu m'as demandé trop de choses. C'est aussi, en fait, entendre ça. C'est, en fait, ce climat et ces mots, en fait, même si après, je vais dire, oui, je t'ai demandé trop de choses, mais il faut faire ci, ça. Mais entendre ce truc-là et revenir après vers lui pour lui dire, effectivement, je t'ai demandé trop de choses. Donc, peut-être qu'il faut que même si tu sais que tu as tout ça à faire, que tu mettes en fait des lignes, des étapes. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir, entre guillemets, faire toutes ces choses, même si en fait, elles sont nombreuses. Vous voyez, c'est-à-dire, entre guillemets, entendre la parole, ce qui a été dit, et nous revenir quand on est plus calme. Quand on est plus calme, on revient vers nos enfants. On va parler de façon énervée. Ouais, non, c'est oublier ça. Il faut oublier. Parce que ce qu'on dit en étant énervé, certes, ça paraît très juste hein, sur le coup, mais on est énervé. T'as pas mis ton masque. Pourquoi? L'angoisse. Voilà. Mais j'ai envie de te dire, Céline, l'idée de climat de confiance, de rassurer l'enfant, mais ça m'interpelle et ça m'interroge concernant la notion de risque. Est-ce que tu penses que nos jeunes, notamment les adolescents, les enfants peut-être plus petits, ils ont cette notion de risque du virus, d'attraper un virus? Parce que est-ce qu'on a peur parce que tout le monde a peur? Est-ce qu'on a peur parce qu'on a bon, même si on rentre en ratio, il y a des. Mais est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a du risque. Il y a du risque et comment nous, les parents, on doit éveiller cette prise de conscience? J'aime bien ta question. Je sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le super parallèle avec la sexualité. Il y a un super gros parallèle parce qu'en fait, cette notion de risque, effectivement, nos enfants, à mon époque, il y avait Dragon Ball. On était tous des super-héros en puissance. Jamais on meurt. L'enfant ne meurt pas. Un enfant ne meurt pas. Un enfant ne peut pas être malade. Un enfant revit. Nous sommes des super-héros. La puissance. Ouais, la toute-puissance de l'enfant. Il n'a pas forcément la même notion du côté irréversible de la chose. Et donc, effectivement, la notion de risque, faire attention. Faire attention, c'est déjà faire attention à soi. Donc, aussi dans son corps, dans son image, dans lui expliquer même les trucs les plus basiques. Hein. Par exemple, tu te laves le matin. Pourquoi tu te laves le matin? C'est d'abord moi, comment je me vois, comment j'intègre en fait, sans être là je ne sais pas comment dire, à taper en fait tout le temps sur il y a des microbes, il y a des chi, il y a mais être là, à lui rappeler en fait que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres, c'est prendre soin de... Et la notion de risque, on la crée comme ça en fait. On va lui expliquer qu'en fait, il n'est pas... comment on appelle ça? Les personnes... il n'est pas
immunité, voilà. Il n'est pas immunisé à tout. Et c'est pour ça que justement, on va faire en sorte qu'il y ait des pratiques pour éviter en fait d'être malade et d'avoir d'autres types de problèmes. On met une ceinture de sécurité parce que, voilà. Et ça, c'est depuis petit, hein. L'enfant bébé qu'on va dans son berceau, passe dans son berceau, dans sa nacelle, on lui met en fait la ceinture de sécurité. Eh ben, on va lui dire, maman te met la ceinture de sécurité pour éviter en cas d'accident qu'il y ait un souci, même s'il ne comprend rien. On a l'impression qu'il ne comprend rien. Mais effectivement, tout le temps, en fait, on prend des risques. On est tout le temps, en fait, donc, éveiller la culture du risque, ce n'est pas forcément non plus être là à accentuer sur le côté anxiogène, forcément, mais c'est juste, en fait, lui expliquer que si je fais ça, c'est parce qu'il y a ça. Et là, en fait, on va lui expliquer que tout acte, des fois, a des conséquences. Et donc, effectivement, faire attention à soi, faire attention à tout le monde. Justement, par rapport au risque, pardon, ma voix, elle part. Alors, comment un enfant, un très jeune enfant, peut se représenter ce qu'il ne voit pas? Hein, un virus, c'est invisible. Donc, à quel âge qu'il peut comprendre le danger, le risque? En fait, on va d'abord tout simplement imager. Pour les enfants très jeunes, on va l'imager. Notre action SIDA, quand on a dû au départ expliquer aux personnes, on avait le dessin, hein, on dessinait le virus et on dessinait comment ce virus il attaque. Là, pour le Covid, il y a également en fait des psychomotriciens qui ont fait des bandes dessinées qui sont accessibles à tout un chacun pour les tout petits. Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais en fait, en fait, on passe beaucoup par la bande dessinée parce que l'image, on va mettre une image là où il n'y a pas d'image. Ça va permettre à l'enfant de se représenter cette maladie. On peut même lui demander, une fois qu'on a lu, entre guillemets, l'histoire, c'est Coco le virus. C'est Coco le virus, le nom du truc, le nom de la BD. Une fois qu'on a bien expliqué, qu'on a parlé, on peut lui demander lui-même aussi de se représenter ce virus. Comment lui, il le voit, comment lui, il imagine. Donc, ça me fait penser justement aux bandes dessinées, vous savez, les séries, là, ce qu'on regardait quand on était plus jeune. Il était une fois la vie. Il était une fois la vie. Et ils se représentaient justement les petits justement, on les voit plus, on les voit de moins en moins ces émissions. C'est ça, mais cette émission, par exemple, moi jusqu'à tard, hein, moi j'ai fait des études de médecine, moi j'essayais de comprendre ce qu'on me disait en pensant aux petits bonhommes. Et même jusqu'à présent, quand j'explique… ça parle aux enfants, en fait. Voilà, on explique en imageant, en donnant du sens de l'imaginaire, en fait, sur quelque chose qui n'est pas visible. Alors, justement, on a parlé du risque, mais juste pour revenir par rapport au climat de confiance. Hein, il y a une différence par rapport au climat de confiance quand c'est les parents, quand c'est papa et maman, c'est une chose, mais quand c'est les grands-parents, hein, on sait l'aspect intergénérationnel. Et comment faire, justement, comment faire quand il faut éviter les câlins et autres? Comment expliquer? Donc là, c'est expliquer à ses parents qu'il faut éviter les câlins, c'est ça, hein, si j'ai bien compris la question. Je pense qu'en tant que se positionner en tant que grand-parent aussi, c'est-à-dire en tant que grand-parent envers ses petits-enfants aussi. En tant que grand-parent, oui, c'est bien ça. Donc, en tant que grand-parent envers ses petits-enfants, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, dans ce qu'on disait hier, c'est qu'on est quand même dans une société où le contact est important. Donc, en fait, ne pas toucher, c'est difficile, hein, totalement, de ne pas toucher. Maintenant, on peut, tout en ayant
des fois certains contacts, j'ai envie de dire, le minimum possible, ben, qu'on essaye de mettre quand même les gestes où on va se laver, où si on sent qu'on n'est pas bien, ben, on ne va pas y aller, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est sur le coup se responsabiliser aussi nous en tant qu'adultes, là, telle que la question est posée. Alors, c'est vrai que là, on me montre justement la BD Coco le virus. Ah, alors, le Coco le virus, je vais essayer. Est-ce que. Ah non, on ne peut pas partager. On ne peut pas partager. On aurait pu vous partager. Bon, éventuellement, vous le transmettre par vos mails. Et c'est très intéressant parce que je peux partager. En fait, Ah, voilà. OK, d'accord. Voilà, ici, je peux partager. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de ça que tu parlais, c'est Donc, oui, ça, c'est Coco le virus, Coco le virus qui va au confinement. Et puis, il y a Coco le virus qui reprend le travail. Il y a Coco le virus qui va à l'école. Donc, Coco le virus, il fait sa vie. Et donc, en fait, ben, c'est assez. Je trouve que cette bande dessinée, elle est assez bien faite pour, pour permettre ça, de comprendre en fait ce qui se passe. Et comme vous voyez, les enfants, ben, c'est dessiné pour que les enfants puissent comprendre. Là, c'était spécifique sur Pour le le confinement. confinement. Ouais. À voir s'il y en a d'autres, notamment il y a sur d'autres thématiques, C'est ça, sur d'autres thématiques. Pour le virus, il est sur plusieurs autres thématiques. notamment la sexualité. Non, Coco le virus. C'est le Corona. Ah, bah oui, je perds. C'est Coco le virus. Ok. C'est Mais Corona. justement, j'aimerais justement faire Un petit glissement. parallèle encore, un petit glissement. Décidément, on glisse beaucoup ici, si vous voyez. Le terrain est très glissant. Le terrain est très glissant, surtout pour les parents par rapport à la sexualité des adolescents. Oui, c'est difficile. C'est très difficile parce que même si vous expliquez à l'enfant en termes de prévention, mais si l'enfant vous dit je suis amoureuse, qu'est-ce qui fait que l'enfant ne met pas le préservatif ou bien pourtant elle sait qu'il faut mettre le préservatif, mais elle ne met pas le préservatif, elle se retrouve enceinte, et puis les maladies qui peuvent exister, et c'est très difficile. Et je reviens encore, j'insiste encore sur la notion de risque, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les jeunes, ils ne se protègent pas, ils n'ont pas intériorisé qu'il y a un risque dans leur comportement, sans trop les juger, sans trop les... Mais là, comme je disais, alors je vais juste reprendre sur le côté les jeunes, c'est pas que les jeunes, malheureusement. C'est tout un chacun, ce risque, cette notion de risque, on se dit toujours, ça ne va pas m'arriver à moi. Donc, c'est pour ça que justement, le risque est là. Après, défier, entre guillemets, c'est des fois avoir aussi un sentiment de contrôle sur quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué d'enlever, entre guillemets, le risque. Après, la sexualité, elle existe dès la plus tendre enfance. La sexualité, ça commence par le simple baiser qu'un parent va faire à son bébé. Parce qu'en fait, sexualité, au départ, et Ida, tu vas confirmer ça sûrement, ce n'est pas simplement faire l'amour. Donc, c'est vrai que sexualité, c'est tout ce qui englobe, en fait. À la fois les sentiments amoureux, les actes d'affection. Et c'est un petit peu comment on va pouvoir discuter de ça avec nos enfants. Mais justement, je reprends sur le climat de confiance. Selon notre climat de confiance que nous avons créé, notre enfant, même s'il a peur, il sait qu'il peut parler. Et en fait, parler de sexualité à son adolescent, à
son adolescent. Là, je vais partir sur l'adolescent. Parler de sexualité en termes d'actes sexuels, c'est pour moi très important. Il faut que l'enfant puisse se dire qu'il peut parler. Il peut parler de sexualité à son parent, quelle que soit d'ailleurs sa sexualité. Alors, justement, quel est le bon âge justement pour parler de sexualité? Parce que tu parles de parler de sexualité avec les adolescents, mais est-ce qu'on commence je parle de sexualité, d'actes sexuels. D'actes sexuels, mais de la sexualité, c'est quel est le bon âge? Et bien, quand votre enfant va vous dire « Maman, je suis amoureuse de Jonathan, il est trop mignon, Jonathan. » On est à la maternelle quand on fait ce genre de choses. Ou la question typique, comment on fait des bébés? Comment on fait des bébés? En fait, c'est pas éviter le problème. Ils naissent pas dans les choux, tout en étant, on est tout à fait d'accord qu'on adapte le discours. On ne va pas forcément dire crûment ce qui se passe dans l'acte sexuel pour faire des bébés. Mais on va parler à nos enfants de comment on fait les bébés, maman, j'ai un petit frère. Moi, j'ai vu qu'il y a une copine qui est dans les participants et elle vient d'avoir un enfant. Donc, en fait, comment en fait il est arrivé là, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va adapter notre discours. On va pouvoir dire à nos enfants, voilà, c'est un acte d'amour, c'est un acte, on va enjoliver, on va donner entre guillemets selon l'âge l'information, on va dire qu'il faut. Autant un enfant plus jeune, on va parler vraiment, je ne sais pas ce que je pourrais dire. On ne va pas lui donner les mêmes informations qu'on va donner à un jeune de 14 ans. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait… Allez, gros. On ne va pas donner les mêmes informations qu'on va donner à un jeune de 14 ans. C'est ça. C'est-à-dire que les mots qu'on va choisir, il faut en fait adapter notre discours. Les mots qu'on choisit vont être adaptés à l'âge de l'enfant. On va s'attarder sur peut-être des comportements d'amour, de tendresse quand on est chez un enfant de maternelle. Et puis quand on est plus dans 14 ans, donc dans l'adolescence, on va être peut-être déjà un petit peu plus sur, tu sais, un homme, une femme, des choses beaucoup plus, on va dire, dans la réalité. Pour justement, je parle du cas bébé. D'accord. Et puis voilà, après l'enfant, on parlait de ça dernièrement, un enfant qui dit je suis amoureuse, maman, je suis amoureuse, une fille, je suis amoureuse d'une fille. Donc les thématiques. Il faut que l'enfant puisse se dire, je peux parler ouvertement avec ses parents. À maman, et selon le climat de confiance, on en a parlé franchement du climat de confiance qui s'est à établir dès le plus jeune âge, dès cette première question de comment on fait des bébés, au lieu de dire non, je ne sais pas, va dire ça, va trouver quelqu'un d'autre, ton enseignante. Donc, demande à ta maîtresse, elle va te dire. Et ne pas avoir une éducation trop rigide parce qu'en fait, l'enfant va chercher à faire des choses derrière, comme derrière le dos des parents. Oui, et puis, alors, pas au courant. Alors, comment vous dire que des fois, ça peut être très déstabilisant. On peut se dire aussi, mon enfant ne peut pas être… alors, je parle même là en tant que moi, mon enfant ne peut pas avoir forcément… vu son âge, il ne peut pas être amoureux, une amoureuse, mais de quoi il s'agit? Oui, de quoi il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais même si moi, dans ma tête, je suis en train de me poser toute cette question, devant lui, je lui dis, ah, d'accord, et elle s'appelle comment? On fait style qu'on est
on est fort. On se dit, c'est parce qu'il nous arrive, notre enfant n'est pas en train de grandir, parce qu'en fait, il grandit. Ces moments où ils nous disent certaines choses, c'est aussi nous montrer que c'est plus le petit bébé qu'on avait au départ. Donc, adapter notre discours, taire aussi nos angoisses et en même temps transmettre les bonnes informations parce qu'on a des bonnes informations. Et encore une fois, on peut récupérer ces bonnes informations auprès de services compétents. Là, par exemple, à l'association, il y a un service d'information. Si moi, en tant que parent, je ne sais pas comment répondre en fait à mon enfant, je peux taper, entre guillemets, appeler. Est-ce que vous avez des informations concernant expliquer en fait une sexualité à un adolescent? Et oui, il y a ça. Il y a des documents, il y a des éléments pour ça. Donc, justement, j'en profite pour dire qu'à l'association, on fait des ateliers à la demande des structures, notamment pour parler de sexualité avec son enfant ou son adolescent. Et il y a des brochures qui sont intéressantes. Vous allez me dire que vous les connaissez déjà, notamment le Question d'ado. C'est une brochure qui est éditée par Santé publique France et en collaboration notamment avec des sexologues. Donc, c'est toutes les questions d'amour, de sexualité, c'est quoi la contraception, c'est quoi la puberté, le corps, les changements. Donc, cette brochure, justement, aborde, on me la montre ici, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, aborde toutes ces questions. Et en général, on l'a à l'association. Il ne faut pas oublier qu'on est pôle documentaire en santé sexuelle. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes aussi si vous avez besoin de documentation sur la thématique. Donc, on peut vous donner ces brochures et afin que vous puissiez justement échanger avec votre jeune sur ces thématiques. Alors, attention, ne pas juste prendre la brochure et puis lui donner. La mettre dans la chambre en mode j'ai déposé ça pour toi. Tiens, regarde. Il faut pouvoir, comme je vous ai dit, il faut, entre guillemets, en tant que parent, on est face à une question qui va montrer que notre enfant, il n'est plus petit. Mais en tant que personne humaine responsable et en charge d'âme, sur le coup, puisque on forme en fait nos adultes de demain, c'est aussi lui dire, je t'informe et je veux en discuter avec toi et on reprend notre question de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton émotion en fait derrière ce que je viens de te donner? La sexualité, c'est quoi pour toi? Notre enfant, il se positionne, il peut se poser des questions et ce serait très embêtant qu'il se fasse des idées sur une sexualité quelle qu'elle soit via soit les copains, même si ça va aider dans la construction, les pairs, P-A-I-R-S, P-A-I-R-S, oui. Même si les pairs vont être là aussi dans la construction de son identité sexuelle et tout ça. Le fait de pouvoir parler à son parent, le fait de pouvoir s'informer, même l'emmener, vous voyez, avoir en fait quelqu'un en ressources à la maison, c'est beaucoup mieux que d'aller chercher ailleurs. Oui, donc Céline, tu conseillerais de commencer à parler de sexualité avec les enfants à partir de quel âge? Est-ce que c'est à l'âge du début de la puberté? Est-ce que c'est bien avant? Des fois, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Bien avant. Bien avant. D'accord. Comme on disait tout à l'heure, c'est dès, entre guillemets, comment on fait les bébés? Donc, on est à la maternelle. Mais justement, tu parlais des pères. Il faut que le langage soit là, en fait. Tu parlais de l'influence des camarades, des pères. Et comment, justement, on fait
pour contrecarrer les pères. Les pères et les sollicitations voilà. possibles et inimaginables. Exact. Eh bien, on peut pas. Mais par contre, on peut faire en sorte que notre enfant nous dise, ah oui, mais Damien m'a dit quelque chose, entre guillemets, favoriser la communication entre son enfant, l'enfant et le parent. Ça, c'est important, c'est c'est nécessaire. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir maîtriser, entre guillemets, les sollicitations extérieures. Il y avait une publicité qui passait sur... oui, c'est une publicité qui passe pour les films quand ils sont trop horribles. Et en fait, il y a le parent qui est là, qui regarde, et puis l'enfant voit un truc d'horreur, il fait style, machin. Et le parent va dire, ah, j'ai eu peur. Et toi, tu n'as pas eu peur? Et là, en fait, à ce moment-là, en fait, la discussion se crée. Parce qu'il est face à quelque chose qui est un peu trop, peut-être, qui n'est pas de son âge, ou bien qui, des fois, lui, n'est pas encore à cet âge-là, à cette maturité-là. Donc, certes, les copains peuvent être très matures très rapidement sur certains points, très immatures sur d'autres. Et en fait, aller vers un enfant, aller vers votre enfant qui est moins mature, moins au fait, entre guillemets, de ces trucs-là. Et si l'enfant, il n'a pas un réceptacle pour lui dire derrière, je peux parler. J'ai été interpellée par ça. Qu'est-ce que tu en penses, maman, papa, tonton, tati, en tout cas, entre guillemets, dans la famille, si il n'arrive pas à en parler, c'est vrai que ça reste des fois comme une sorte d'information qui va être là, comme une petite araignée qui a posé sa toile. Il va chercher quand même à avoir l'information. Et il va chercher à avoir l'information, mais par des fois des biais qui ne sont pas forcément les biais d'information. Alors, justement, il y a une autre question ici. Que dire de l'expression « tu sauras quand tu seras plus grande » ? C'est le comment on fait les bébés et va voir ta... J'imagine que c'est le parent qui dit ça, tu vas savoir. Tu sauras quand tu seras plus grande. Mais bon, cette phrase, elle a plusieurs chances parce qu'on lui dit, on peut le dire de manière très, on va dire commune, de manière commune. Tu sauras quand tu seras plus grand. Juste pour des choses, on va dire, notre enfant nous a embêtés sur la chambre qui n'est pas rangée, par exemple. Tu sauras quand tu seras plus grand, tu sauras quand tu auras des enfants. Tu vas voir, ils vont être ma vengeance. Des petites choses comme ça que nos chers parents peuvent nous dire, n'est-ce pas? Elle ne réagit pas, c'est bien. Mais tu sauras quand tu seras plus grande, oui, ça a sa place, mais ça ne peut pas rester là. On ne peut pas s'arrêter à ça. C'est plus, pour l'instant, je ne peux pas te dire plus, mais pas quand tu sauras. Si jamais on parle de sexualité, tu sauras quand tu seras plus grande. En quelque part, amener l'enfant à chercher les informations là où peut-être il ne va pas forcément trouver de bonnes informations. C'est comme tu l'as dit depuis le début, c'est de chercher à, pas forcément expliquer, mais à donner une information conformément à son âge. Oui, c'est ça. Voilà. Comment on fait le bébé? Parce que c'est quelque chose qui vient de la maman et du papa. On reste simple. Mm-hmm. On n'a pas besoin de parler de pratiques sexuelles, exactement, missionnaires, etc. Donc, on n'a pas besoin de s'approfondir dans les discussions. Donc, on va évoluer en fonction de l'âge et puis en fonction de la question qui est posée. C'est ça. Et aussi, il faut se dire que par rapport à la sexualité, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses justement des parents qui ne veulent pas en parler avec leurs jeunes, qui disent que ça va influencer? C'est tabou. Hein. La sexualité, c'est tabou. La preuve en est, les associations qui parlent de sexualité, dont la nôtre, en fait, des fois, elle a du mal à se faire sa place parce que
On parle de sexualité, on parle de quelque chose qui est tabou. On parle de quelque chose qui se fait dans l'intime. On parle de quelque chose qui... Mais clairement, excusez-moi, je lis en même temps certains commentaires. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de sexualité à notre enfant, quand on doit parler de sexualité, on touche à l'intime. Donc, c'est très compliqué, en fait, quand on touche à l'intime. Certains parents ne sont pas non plus à l'aise avec parler d'intimité. Et à ce moment-là, c'est aussi, je parlais de vérité tout à l'heure, c'est peut-être aussi là l'occasion de dire à l'enfant, ben moi, je ne suis pas à l'aise pour parler de ça avec toi. Est-ce que tu peux voir telle personne, mais une personne plus à l'aise, mais qui lui donne une vraie information? Donc, comme tu disais, par exemple, les associations Voilà. ou Tati ou la... Okay, oui, Tati peut-être est plus à l'aise. Mamie est peut-être plus à l'aise. Des fois, mamie est plus à l'aise que toute maman. Voilà. Mais c'est peut-être aussi, en tant que parent, de voir comment on peut justement se faire, pas une remise en question, mais de revoir pourquoi moi je suis mal à l'aise justement de parler de sexualité avec mon enfant. Comment moi je vis aussi ma sexualité, comment moi je vis mon intime, qu'est-ce que... Moi, c'est pas forcément j'ai peur de dire à mon enfant, mais comment moi je discute de mon intimité, comment moi je discute de la sexualité, même avec les amis. Est-ce que je discute de ça? Est-ce que je discute pas du tout? Ça arrive. Il y a des parents des personnes qui ne parlent pas du tout de sexualité. Et c'est surtout très difficile d'accompagner l'enfant dans sa sexualité, mais l'accompagner dans sa sexualité, mais lui permettre d'accepter sa sexualité. Parce qu'en fait, lorsqu'elle est arrivée en 5e, en 6e, il y avait des enfants qui avaient des orientations sexuelles différentes. Elle est revenue à la maison, elle ne comprenait pas pourquoi telle copine est homosexuelle et pourquoi je suis différente. C'est vrai que pouvoir accepter sa sexualité, aider l'enfant à accepter sa sexualité, on n'a pas de baguette magique, mais quelle recommandation que tu pourrais nous donner en tant que parent? Parce que justement, le commentaire, un parent ne peut jamais imaginer que son enfant peut vivre une sexualité. Hein? L'enfant reste toujours son bébé. Hein? Donc, c'est comment justement l'accompagner là-dedans. Tout à fait. Alors, c'est vraiment un choc. Hein? Alors, oui, ne t'inquiète pas. C'est vraiment un atterrissage. Oui, sans airbag, sans rien. Oui, parce que tu le vois. Parce que moi, ma fille, je la vois toujours bébé, même si je sais qu'elle grandit, mais là, que brusquement, là, c'est la puberté, le corps change. Et puis, je me dis, oula, finalement, c'est moi qui suis plus stressée, quoi. Oui, voilà. C'est exactement ce qui nous arrive en tant que parents. Je pense que si jamais j'ai les copains, moi, comme je vous disais, oui, il y a les copains qui sont là, ils doivent être en train de rigoler derrière les écrans, parce qu'en fait, tout psychologue que je suis, forcément, je suis un parent. Quand je suis parent, je ne suis pas psychologue et j'ai mes angoisses en tant que parent. L'enfant, il grandit et je me dis, mais non, mais on ne peut pas être arrivé à ce moment-là. C'est pas possible. Il était encore petit. Et non, on y arrive. Alors, tu parlais de choses, de pratiques sexuelles en 6e, de choix d'orientation. L'orientation sexuelle. Parce qu'on sait que c'est environ vers cet âge-là aussi qu'il y en a qui ressentent une orientation sexuelle, on va dire. Alors, justement, c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir parce qu'ils sentent, mais l'orientation sexuelle, elle n'est pas encore déterminée fixée. Donc, pour l'instant, on est dans une découverte de notre sexualité, donc il faut faire attention. Et effectivement, peut-être qu'en parlant à notre enfant de « Ah, d'accord, et ça t'a fait quoi ?» Toujours, en fait, lui demander qu'est-ce que ça lui a fait, quelle est son émotion par rapport à ça. Et selon son émotion par rapport à ça,
on est plus en train de parler de son émotion que de la mienne qui est angoissée comme pas deux à me dire que mon enfant est confronté et que ceci et ça, mais plus rentrer en fait sur son émotion à lui. Qu'est-ce que mon enfant est en train de me dire en fait? Qu'est-ce qui te paraît choquant? Qu'est-ce que ça t'a choqué? Tu t'es dit pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Et puis s'attendre à toutes sortes de réponses de la part de nos enfants. Voilà, accepter toutes sortes de réponses de nos enfants. Voilà. Des réponses qui peuvent être déstabilisantes. Voilà. C'est pas évident d'être parent. J'ai déterminé qu'il faudrait peut-être qu'on crée un livre, en fait, qui nous dise exactement quand mon enfant fait ça, il faut réagir comme ça. Un mode d'emploi. Le mode d'emploi exact. Mais bon, ça existe. Mais justement, tu dis que c'est difficile en tant que parent. Tu as parlé notamment de lignes directrices, de cadres qu'on va donner, qu'on va transmettre à cet enfant. Comment, j'essaie de trouver ma question, mais comment se positionner par rapport au discours qui est donné à l'école? Si, par exemple, ce discours-là ne convient pas par rapport à notre cadre, à nos valeurs qu'on donne en tant que parents. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça réfère un peu à ce qui vient de se passer d'assez traumatisant pour certains qui auraient vécu l'événement en fait qui s'est passé là sur l'enseignant. L'école est censée pouvoir, alors qu'on le veuille ou non, l'école est censée nous donner en fait une ouverture d'esprit et un sens critique aux enfants. Après, il y a des choses dont on n'est pas forcément pour. Mais quand en histoire, par exemple en histoire, quand on parle, ou en éducation civique, qu'on parle du mariage pour tous, par exemple, on peut être pour, on peut être contre. Ça fait partie des connaissances, en fait. Qu'on soit pour ou contre. Ça fait partie de ce qu'ils doivent savoir, parce que ça existe. Maintenant, on peut en parler à la maison. C'est-à-dire que même si je suis contre, et justement, c'est en ça que ça fera qu'on ne sera pas, excusez-moi, je cherche mes mots, parce que sur le coup, c'est assez, ça touche en fait à ce qu'on essaye d'éveiller, la conscience des enfants, on essaye d'éveiller leur sens critique, et si jamais on n'est pas là pour en faire des moutons, donc en fait, excusez-moi pour le terme, mais en fait, il faut que nos enfants arrivent à discuter après autour de ça. Ah oui, mais maman, regarde, il nous parle du mariage pour tous comme si c'était normal, mais chez nous, c'est pas accepté. Pourquoi? Et parler en fait, et discuter avec vos enfants. Et là, on crée de la matière. Comme je vous disais au début, je suis neuropsychologue, donc le cerveau, c'est quelque chose que je connais. Et en fait, on va créer des connexions, on va faire des choses pour que l'enfant, il n'accepte pas tout ce qu'on lui dit comme pour argent comptant, qu'il se pose des questions, qu'il réfléchisse, qu'il se dise, d'accord, ma famille n'est pas pour, mais finalement, moi, j'en vois pas forcément. C'est possible, l'enfant, il n'est pas, même si on a voulu un enfant qui sera énarque, hein, il peut pas du tout être énarque et vouloir faire du cheval toute sa vie et puis c'est fini avec ça. Ouais, ça sera... Non, mais je voulais pas non plus donner énarque. Mais voilà, l'enfant, il n'est pas exactement ce qu'on voudrait qu'il soit. Il va se construire. Et en fait, éveiller son sens critique, je pense que c'est l'une des choses, si on arrive à la fin où il réfléchit, mais je pense qu'on a réussi quelque chose de formidable. Si l'enfant est capable d'élaborer, de donner du sens, d'expliquer en fait pourquoi il fait les choses, c'est royal hein, pour moi. Hein. Ce serait royal. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la sexualité, la sexualité, c'est un apprentissage aussi. Donc, on est là, comme tu dis, pour éveiller leur sens critique, pour savoir eux autres comment ils vont se positionner par rapport à leur sexualité, de leur donner les moyens justement pour traverser cette
cette épopée. Alors, là, ici, justement, on a des commentaires. Je pense que ça revient plutôt. Est-ce que c'est parce que certains parents ne sont pas encore arrivés à une certaine maturité sexuelle? Ont-ils grandi? Donc, effectivement, après, on ne va pas prendre notre cas. Mon cas, ma soeur et moi, on est éveillés dans la sexualité depuis notre plus jeune âge, puisque ma mère est membre fondateur d'Action Sida, Action Sida Martinique, ancien aide de Martinique. Et en fait, finalement, la sexualité, c'est quelque chose qu'on a toujours entendu. Et c'est en ça, tu vois, par exemple, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que parce que j'ai entendu parler de sexualité, que je suis plus débridée que qui que ce soit. Mais par contre, je suis éveillée et critique à certaines choses. Donc, pareil, au niveau, si on prend, c'est pas forcément une maturité sexuelle. Je vais pas forcément aller sur ce terrain-là, mais effectivement, il y a des personnes qui vivent et qui ont été éduquées dans une logique, dans une éducation, qui ont été éduquées sur le principe de on ne parle pas de sexualité. Ça ne se parle pas, ça ne se dit pas. Donc, c'est pas forcément une maturité sexuelle, mais c'est plus le côté où c'est déjà en fait ancré qu'on ne parle pas de sexualité. Donc, pourquoi vous voulez venir parler de sexualité? À mon enfance, on ne parle pas de ça. C'est quelque chose qui se vit dans l'enceinte dans un lit, dans une chambre, dans l'alcôve. Donc, on ne parle pas, voilà. C'est ça qui passe sous la main, pas pour répéter, sous la tête. Donc, on reste là. Ça reste là-bas dans la chambre. Dans l'intimité, dans le secret. Dans le secret. Non, c'est pas forcément une maturité sexuelle. Hein. C'est des fois juste parce qu'en fait, on ne parle pas. Les valeurs, l'éducation. Et puis, effectivement, il y a d'autres personnes qui ont un vécu aussi sexuel traumatisant. Donc, ça peut être aussi réveiller des angoisses de parler de sexualité. Donc, les personnes déjà des fois ne sont pas conscientes que c'est une angoisse, mais des fois elles sont complètement conscientes qu'elles ne veulent pas en parler parce que c'est quelque chose qui est douloureux pour eux. Alors, mais justement, dans des cas où on veut se faire aider, comment se faire aider sans faire un aveu d'échec? En fait, déjà, il faut qu'on soit conscient là aujourd'hui, parce que je vais parler je parle principalement à des parents. Quand on dit qu'on ne sait pas faire quelque chose, ce n'est pas un échec. Pour certains, c'est vécu comme ça. Pour certains, c'est ressenti. C'est ressenti, vécu. C'est ressenti, mais ce n'est pas un échec. Entre le sentiment qu'on va y mettre et l'état, ce n'est pas, je parle bien d'état, ce n'est pas un échec. Ensuite, déjà, il faut l'entendre. C'est-à-dire que dire je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas un échec. Là, je n'ai pas les armes pour pouvoir le faire. Je n'ai pas. Et c'est un aveu plutôt d'honnêteté. De dire là, je n'y arrive pas, je ne sais pas. Est-ce que tu peux voir quelqu'un qui sait? Et alors, je vais même dire que c'est peut-être même constructif pour l'enfant d'entendre son parent dire « je ne sais pas ». Pourquoi? Parce qu'en fait, il va aussi pouvoir entendre que le « je ne sais pas », même si certains vont me dire, je dis toujours qu'il n'y a pas de « je ne sais pas » dans ton cabinet. C'est-à-dire que je n'ai pas la solution, je peux par contre, et je n'ai pas la bonne solution. Je n'ai pas la bonne information, donc je peux te donner par contre le contact de quelqu'un qui a la bonne information. Ce n'est pas signe d'échec, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est plus être honnête avec son enfant. Et on ne peut pas tout savoir. Dire aussi à l'enfant, des fois, tu sais,
Maman, elle ne sait pas tout, donc elle va s'informer, elle va chercher. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que faut pas peut-être voir l'échec de manière négative aussi. Hein, on dit que l'échec aussi est formateur, dans le sens c'est voir, comme tu as dit, comment se repositionner, qui peut m'apporter des ressources, quelles ressources que je peux puiser pour pouvoir justement transmettre ces informations que mon enfant me demande. C'est ça. Mais alors, pour continuer par rapport à la sexualité, c'est vrai qu'on est une association de lutte contre le sida et notamment contre les autres infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que tu en penses par rapport justement des chiffres sur la chlamydia? Hein, la chlamydia, c'est une IST, une infection sexuellement transmissible, qui justement affecte beaucoup des jeunes femmes de 15 à 24 ans. Hein, donc, c'est les plus touchés, notamment en France et aussi en Martinique. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce qu'il manque de la prévention? Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi le problème? C'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce matin, depuis avant-hier et puis depuis, voilà, quand on préparait la journée d'aujourd'hui. Ce qui cloche, en fait, c'est ce côté où finalement on parle sans parler. J'ai envie de dire, en quelque part, il y a certaines informations. Alors, pour nous, ma génération, on faisait l'éducation sexuelle en 4e ou en 3e. Je sais pas si à l'heure actuelle c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc voilà. Donc en 3e, à l'heure actuelle, c'est plus actualisé avec la sexualité des ados de maintenant. Donc toi, tu dis qu'il faut actualiser l'information. Oui, actualiser l'information. Quelle information qu'il faut actualiser? Et puis les risques sexuels. Et puis savoir, parce que au CM2, mon fils a eu un cours sur le fait que l'adolescence, en fait, dans un cours de SVT, qui a eu que la biologie du corps va changer. Mais c'est tout. La biologie du corps va changer. OK, d'accord, ça c'est bon, il a acté. Mais derrière, si on reste que sur la biologie du corps, il va changer. Donc, si la biologie du corps change, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'on aille un petit peu plus loin. Et peut-être qu'effectivement, alors là, quand on en a parlé, quand ils en ont parlé au CM2, peut-être que éveiller la conscience du risque, des risques possibles, déjà, sans forcément, vu que vous parlez du corps, donc là, sur le coup, vous commencez à parler de sexualité, en biologie, je parle dans le cours, donc pourquoi ne pas forcément aller plus loin, mais peut-être qu'on a peur, peut-être que justement l'inconscient du côté ah oui, mais on va faire en sorte qu'ils aient plus envie d'aller. Mais ce que je comprends bien, c'est que de parler de sexualité à travers les différents champs, pas juste le champ biologique, mais aussi le champ psycho-émotionnel. On a parlé des émotions, et puis des sociales aussi, des représentations, des lois, des images qui impactent justement la sexualité des individus. Et c'est ça, et quand justement Action SIDA, bon, je ne sais pas si on en a, bon, c'est sûr que l'année dernière, on n'en a pas fait, mais à un moment donné, on allait dans les écoles. On s'était fait l'année dernière. Oui, on a eu un coupé l'herbe sous le pied. Il y a eu la grève. C'est vrai qu'on a des projets justement avec les collèges et voilà. ce qui est important, je pense aussi tu vas corroborer, c'est aussi de parler dans les interventions, que ce soit qu'on met à profit les compétences psychosociales aussi. Ouais. Et même, en fait, entendre les enfants, je vous assure que c'est formidable, parce que si vous avez des adolescents chez vous, bien même des enfants chez vous,
leur entendre parler de sexualité, vous posez la question, tu sais ce que c'est que la sexualité? Je vous assure que vous allez rester bien, bien assis, restez bien assis quand vous posez la question parce que vous pouvez tomber. Parce ils peuvent vous dire des choses dont vous vous en doutez même pas. Ils savent, ouais, ils savent les choses et ils connaissent des fois plus de choses que vous, hein. Et des fois plus, ils ont des informations qui ne sont pas forcément justes en plus. Donc, c'est exactement ce qui est. Et donc, en tant que parent, je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas adapter la pédagogie, l'éducation à la sexualité par rapport à l'évolution des modes de comportement chez le jeune? Euh, euh, Parce que ça fait des années qu'on en parle, on en parle, on en parle, qu'on agit. Mais cette génération qui est très virtuelle, très réseau social, est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être le débat lancé, adapter l'éducation à la sexualité par rapport à cette génération, les toucher peut-être autrement dans la prévention, dans l'éducation, dans la formation? Oui, il faut. Oui, il faut. Ben là, moi, c'est vrai que ce concept qu'on a commencé aujourd'hui, depuis hier, sur les relais virtuels, Les rendez-vous. rendez-vous virtuels de la prévention, je pense qu'effectivement, c'est un système qu'il faut qu'on maintienne et qu'il faut que l'on poursuive parce que avec différentes thématiques, peut-être pas sur une semaine comme on l'a fait là, parce que ça, niveau gestion, c'est compliqué, mais peut-être une fois par mois, on va voir peut-être sur comment on pourrait le faire. Mais effectivement, on peut créer ces systèmes-là. On peut toucher, comme tu disais, les enfants via leur réseau, en fait. Et il faut qu'on change notre manière de voir. On peut pas faire l'autruche. Les enfants, ils évoluent et ils ont les informations avant nous. Donc, on ne peut pas forcément Mais des fois, faire. Des fois, ce n'est pas les bonnes informations. C'est souvent pas les bonnes Parce informations. qu'ils utilisent souvent TikTok, ils utilisent beaucoup de réseaux et malheureusement, dans ces réseaux, il n'y a pas vraiment d'éducation à la sexualité. Par exemple, un TikTok sur, je ne sais pas, sur la prévention sous les IST, ça dure 10 secondes, mais ça va peut-être les frapper parce qu'eux, ils regardent toutes sortes de TikTok, toutes sortes de choses sur les réseaux, mais ils ne vont pas, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de cyberpornographie chez les adolescents. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. La cyberprostitution ne cesse d'augmenter en Martinique. Les jeunes sont très touchés. Et c'est vrai que c'est une thématique qui nous interpelle en tant que parents. Alors, parce qu'il faut toujours savoir ce que l'enfant fait sur son portable. Qu'est-ce qu'il regarde? Et des fois, ils vont sur des sites, des images pornographiques qui arrivent, ou bien le copain de la classe lui envoie une image. Donc, les jeunes sont plus confrontés justement aux images et il y a plus grande, grâce à l'Internet, à l'Internet, au smartphone, il y a une plus grande vitesse justement d'informations et d'images, donc ils sont confrontés même plus tôt, notamment comme tu parlais, Fabienne, par rapport aux images pornographiques. Il me semble qu'il y avait une étude qui a été menée qu'il y avait, pour des enfants de CM2, 6 enfants sur 10 avaient déjà été confrontés à des images pornographiques. Alors, nous, justement, en tant que parents, comment on fait justement avec ces informations, la technologie qui avance rapidement aussi. On est jeunes autour de la table, bien sûr, mais on se retrouve même déjà dépassés par ça. Comment on fait justement pour maintenir ce cadre-là? En tous les cas, en tant que parent, je peux dire une expérience, c'est vraiment quand même, on avait, tu sais, à chaque début de rentrée scolaire,
il y a toujours les gendarmes, enfin, une cellule spécialisée sur cette question-là. Les PDJ. Voilà, et qui intervient à chaque début de rentrée scolaire auprès des parents. Et il nous disait, une chose que j'ai retenue, c'est qu'il fallait, un parent, regarder ce que l'enfant fait sur son portable. Oui. Vous payez une ligne téléphonique euh, pour votre enfant, mais il faut savoir ce qui se passe. C'est ça. Et c'est pas un manque de confiance en fait. C'est pas, il faut pas non plus que l'enfant le. Parce que sur Voilà, le coup, on est à la limite hein, sur Voilà. le manque de confiance et l'intrusion dans l'intimité de notre enfant. On est à la limite. Donc sur le coup, il faut absolument qu'on puisse expliquer à l'enfant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut peut-être dire en amont. C'est je t'ai donné un portable, mais sache que en fait je peux vérifier et il faudra que si jamais je te le donne, il faut que tu acceptes que je puisse vérifier en fait ce qu'il y a sur ton portable à n'importe quel moment. Et c'est pas pour te surveiller, mettre des mots en fait, mettre des mots sur les choses. C'est pas pour te surveiller, mais c'est pour plus te protéger parce que moi j'ai des inquiétudes et ça me permettra de me rassurer. L'autre chose aussi qu'il faudrait faire par rapport à ce que tu disais, c'est ne pas hésiter, il ne faut pas hésiter à jouer avec les enfants sur leurs jeux qu'ils font, Fortnite et tout ça. Même si vous n'y arrivez pas, même si c'est S'intéresser à mais s'intéresser à ce qu'ils font. Comme ça, en fait, il y a des choses qu'ils vont pouvoir dire. Parce que, par exemple, il y a eu, moi, je sais que j'ai été confrontée à ça, où il était redirigé par des jeux sur d'autres choses qui n'étaient pas des jeux. Donc, ça arrive aussi. Les petits, entre guillemets, les jeux qui sont en délire, là. Alors, il y avait un commentaire ici de Morissette qui dit « En tant que relais bénévole, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur les différentes maladies, sur les IST, et les jeunes étaient très informés sur la sexualité, sauf pour quelques questions, comme par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir des enfants par l'anus hein? Donc, elle mentionne que c'est des jeunes de 6e. Donc, c'est justement, on se rend compte que les jeunes, ils ont beaucoup d'informations, mais il existe encore des idées erronées, des fausses informations. Et en plus, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc, ils vont toujours vous poser des questions sur. Et qui vont, des questions qui vont être déstabilisantes. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il reste quelques minutes à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, Cédric, Fabienne, on essaie d'y répondre. Et, donc, avant la fin du webinaire. Voilà. Oui, Cédric, tu as quelques conseils? Justement, j'étais en train de me dire que Morissette, moi aussi j'ai été donc relais, moi j'étais bénévole dans les écoles au tout début quand j'avais plus de temps. Je pouvais y aller. Et je vous assure que des fois, on a des remarques des enfants. Faut rester accroché parce que les enfants posent des questions et des questions qui ont toute leur place. Hein. Mais on voit qu'en fait, plus souvent que rarement, circule une mauvaise information que la bonne. Et même, il y a des enfants qui ont des pratiques autorisées, entre guillemets, validées, entre guillemets, dans la famille, qui des fois même, qui peuvent nous interpeller, nous, mais en fait, on ne peut pas forcément trop toucher des fois au climat familial. Mais justement, il y a eu des cas difficiles, dans mes souvenirs. Dans ce climat, je veux dire, familial, si on a un garçon et une fille, hein, est-ce qu'il y a une différence justement pour aborder la sexualité? On a un garçon ou on est une fille?
Alors, si jamais on pose à non, les deux, hein, Cédrine la psychologue ou Cédrine Cédrine Parent, non, il n'y a pas de différence à avoir parce que en fait, dans les deux cas, on parle de soi, de l'image de soi et ce que je disais tout à l'heure, des risques à soi, à l'individu. Et pareil, dans les deux cas, leur apprendre les limites, entre guillemets. Mon père nous disait souvent, ta liberté commence là où celle de l'autre s'arrête. Je pense que c'est un proverbe, je ne sais pas, une expression en tout cas sûre. Et en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de sexe. Cette phrase n'a pas de sexe. Mais elle est importante, notamment sur le point de vue de la sexualité. C'est ça, c'est-à-dire que quel que soit qu'on ait un garçon ou une fille, parler, communiquer avec son enfant dès le plus jeune âge de la sexualité, de l'individu, il faut que comment tu es, faire attention à toi, ne pas accepter n'importe quoi. Vous voyez, et ça, qu'on soit un garçon ou une fille, je pense que c'est important. Éveiller l'esprit critique, comme tu disais. Éveiller l'esprit critique et puis apprendre que non, c'est non. Après, il y a peut-être des spécificités, peut-être pas dans la forme. Dans la forme, on va aborder la sexualité de la même manière, si je comprends, que ce soit une fille ou un garçon, mais peut-être dans les informations données, peut-être qu'il y a des informations, évidemment, qui seront différentes. Hein, peut-être sur les filles, on sera plus amené à parler des règles, par exemple, puis le garçon, s'il y a une éjaculation nocturne, par exemple. Donc, on pourrait plus parler des choses spécifiques pour les garçons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on touche aux spécificités liées au sexe de l'enfant, mais au niveau sexualité globale, on reste sur plus une similarité entre filles et garçons pour ma part. Alors, justement, juste une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres avec le public. On parlait des smartphones, des téléphones qui contrôlent et tout. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de conseiller les téléphones beaucoup plus tard, par exemple au lycée, aux jeunes, pour justement les préserver de ces problématiques? Tu prêches une convaincue. Mais malheureusement, alors là, j'ai été confrontée à ça pas plus tard que... Alors là, je parle même personnellement, j'ai été confrontée à ça il y a 2 semaines, la semaine avant, la semaine de fin, où l'enfant, donc mon fils, devait finir normalement à 11h30. À 9h30, il n'avait plus courant. Il a demandé à la vie scolaire d'appeler son parent. On lui a dit non. Donc, alors, eux, en plus, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone dans l'enceinte de l'établissement. L'enfant m'appelle à 16h pour me dire qu'il est devant l'école. Or, pour moi, il était déjà déposé par un autre parent chez pas maman. Et moi, je suis en séminaire. Donc, en fait, alors au départ, j'étais pour le portable à 16, arriver plus tard au lycée, tout ça. Mais là, je ne sais même plus moi-même parce que là, sur le coup, en plus, le portable ne leur sert pas parce que normalement, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Mais si la vie scolaire non plus ne peut pas appeler le parent, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est une question, je t'avoue, sans réponse. Je n'ai pas vraiment de réponse juste apportée. Les responsabiliser, ça c'est sûr. Responsabiliser, s'adapter avec les nouvelles technologies parce qu'un téléphone, c'est un téléphone. Après, le smartphone, c'est autre chose.
le smartphone, Oui, tu as mais des en même applications temps, familiales. le problème, c'est que l'école utilise Pronote, utilise des choses comme ça qui sont sur les téléphones, qui sont sur les smartphones. Pour avoir été confrontée à cette problématique, c'est vrai que j'étais pro le plus tard possible le portable. Donc, j'étais entrée en sixième. J'ai dit, je vais t'acheter un portable qui raccroche à 20 euros parce que je ne voulais pas qu'elle ait accès à Internet. Mais je peux vous assurer qu'au bout de 2 mois, même pas un mois, elle m'a dit, bon, ben, maman, tout le monde se moquait de toi. Parce qu'en sixième, ils sont déjà au iPhone. Oui, bon, là, par contre, on est des fois un petit peu Voilà. trop évolué. Trop évolué. Parce que, alors, autant je ne parlais pas de est-ce qu'on prend le portable maintenant ou pas maintenant, mais par contre, l'iPhone, le dernière génération, Voilà. à un enfant de sixième, je mettrais des limites quand même. Parce que si. Consommation aussi. Oui, là, on parle plus de consommation, on parle plus de comprendre aussi les valeurs, en fait, des parents, des enfants. Et pour terminer, en fait, c'est. Ben, il a été nécessaire d'avoir un portable au collège parce qu'en fait, les horaires, les enfants quittent à 11h30. Des fois, ils ne sont pas gardés. On ne peut plus les garder puisque le gouvernement a enlevé tout ce qui était, je ne sais plus comment ils appelaient, les agents scolaires, enfin, qui surveillaient un peu les élèves dans l'après-midi. Ben, ça n'existe plus, ça a été retiré. Donc, du coup, les collèges ne gardent plus les enfants. S'ils sortent à 11h30, donc à ce moment-là, il faut qu'on soit au courant sur le chemin de retour à la maison. Donc, le portable est devenu utile. Et comme tu disais, c'est vraiment l'éduquer. C'est la question d'éducation à l'utilisation du portable. Qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec le portable. Ça revient depuis toute la conversation justement qu'on a eue depuis le début de ce webinaire. Éduquer, mettre des mots, communiquer, confiance. L'enfant. Ce sont des mots-clés, entre guillemets, qu'on pourrait... Alors, il y a notamment Marie-Laure Gélieu, juste pour terminer, sur les portables. Elle dit les parents peuvent utiliser des applications pour bloquer la blacklist avant de donner un portable. Tout à fait. Donc, moi, j'apprends des choses. Donc, c'est des petits trucs. Non, mais c'est bien si jamais il y a des trucs astuces qui sont fort aidants pour les parents. Ouais. Alors, il reste quelques minutes. Quels serait votre mot de la fin par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui? Donc, je vais laisser la place d'abord à Fabienne et puis après à Cédric. Eh bien, tout d'abord, je vais remercier Cédric pour son intervention, Aïda aussi, d'avoir permis aux parents de participer à cette thématique. Je repars fort outillé avec des mots clés, des termes et aussi de la réflexion en ce qui concerne tout ce qui est la confiance, instaurer une confiance avec l'enfant, des mots forts comme éducation, formation et de la souplesse, mais en même temps de l'intelligence à la sexualité pour pouvoir accompagner son enfant face aux épidémies, face aux virus qui les environnent, les rassurer le plus que possible. Déjà, c'est aussi passer par nos propres représentations. C'est souvent le parent qui impacte par ses peurs sur le comportement des enfants. Si nous-mêmes nous sommes au clair avec notre sexualité, si nous-mêmes nous sommes au clair avec nos peurs, nos représentations, eh bien, nous pouvons transmettre à nos enfants de l'assurance, un climat de confiance et que l'enfant se sente à l'aise par rapport à sa sexualité, rassuré. Voilà. Donc, sentiment de déculpabilisation. Voilà.
Merci, Céline. Pas de quoi. Merci à tous. Merci à toi, Merci, Fabienne, d'avoir Fabienne. été là, Ah, de donner aussi ton avis en tant que parent. oui. On a noté aussi que tu es aussi assistante de service social, donc Oui, aussi oui, travailler oui. avec les gens. Ouais. Donc, justement, ce côté d'accueillir, d'écouter, Voilà. donc ça, c'est quelque chose que tu as Oui. comme compétence depuis Oui. longtemps. Ouais. Séverine, Oui. et le mot de la fin. Eh, c'est moi? Ben oui. C'est pas notre Ouka qui fait le mot de la fin? Je dis ça, je dis rien. Je lui envoie un message, mais elle ne répond pas. Ah, d'accord. Donc, effectivement, les choses à retenir, c'est effectivement éviter de transmettre nos propres angoisses d'adultes à nos enfants, se déculpabiliser totalement en tant que parent, parce que, en fait, déjà, quand on se remet en question, c'est qu'on fait déjà pas mal du bon boulot. Et ne pas hésiter à offrir à l'enfant un espace pour accueillir ses émotions, ses questions, communiquer, mettre des mots sur les choses, l'aider à se resituer dans ses émotions, dans ce qu'il ressent. Utiliser les explications, les vocabulaires adaptés à l'âge de l'enfant. Et puis accompagner son enfant de façon ludique. On n'est pas que des personnes qui donnent une éducation stricto sensu. Et on a vu notamment qu'il y avait plusieurs supports possibles et inimaginables. Et puis, en quelque part, je vais vous demander de limiter l'exposition des enfants aux médias et aux conversations entre adultes, parce que certaines situations, en fait, ne sont pas forcément comprises de la part des enfants. En tout cas, ils n'ont pas encore forcément la maturité qu'il faut pour pouvoir, en fait, décoder tout. On va suivre aussi le rythme de nos enfants. Il y a de moins en moins de voix. Et puis, surtout, pour prévenir, quel que soit, d'être dans la prévention, il nous faut quand même bien parler, communiquer. Et je pense que si jamais on donne en fait l'espace à l'enfant pour communiquer, ben, il grandit. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, si on a éveillé le sens critique de nos enfants, ben, maman, ça va ou pas? Mauvaise question. Mauvaise question. Madame Marlène Ouka, est-ce que vous avez un mot de la fin? Je suis en tant que parent, je ne sais pas si j'ai éveillé le sens critique de mes enfants, mais j'ai essayé de le faire. Et je voulais dire une chose, c'est-à-dire que, juste un mot de la fin, parler de sexualité, même si on est présidente d'Action Sida Martinique, c'est parfois difficile. Et j'ai eu la chance d'amorcer des choses et puis d'avoir un membre de l'association qui était le docteur Sylvie Fabien, qui était membre de la MIOF et qui était membre de l'association. Et j'ai dit, Sylvie, écoute, j'ai mes enfants, écoutez, vous connaissez Sylvie, donc j'ai accompagné mes enfants pour que Sylvie leur parle, peut-être, même si j'ai pour leur donner les compléments parce qu'on n'est pas toujours à l'aise, parce que dans notre éducation, on ne nous a pas appris à en parler. Donc, c'est vrai, parler aux autres, on le fait, mais lorsque c'est soi, c'est un peu difficile. Et donc, c'est aussi pouvoir dire parfois, de donner ce qu'on peut et puis dire, on ne peut pas, peut-être que pour plus d'explications, et il y a des personnes référentes qui peuvent aussi vous aider et vous accompagner, vos enfants, pour être aidés dans ce sens-là. Ça aussi, c'est pas un acte de faiblesse, c'est au contraire dire à l'enfant, je t'ai entendu, je t'ai donné mes explications, mais je ne sais pas si je les ai toutes données, si elles sont bonnes, si elles sont bien, enfin, si ça t'a suffi. Et c'est aussi respecter l'intimité de l'enfant. Parce que, comme Cédrine l'a dit, la sexualité, c'est l'intime. Et donc, elle va voir en face de moi son parent. Et donc, elle a parfois pas envie de lui dire certaines choses. Et donc, c'est aussi respecter l'intimité de l'enfant que de l'amener vers quelqu'un où on est sûr qu'il ne va pas
qui va pas, qui va la recevoir disons le message ou bien les demandes de l'enfant correctement et qui va le faire en toute confiance. Quelqu'un en qui on a confiance. Et donc moi j'ai eu cette chance d'avoir Sylvie Fabien. Voilà. Je te remercie, Marlène, pour ces... Et merci aux deux intervenants. Merci à vous. Merci, Marlène. Merci, Marlène. Et puis, comme elle disait, Marlène, si vous avez notamment justement des difficultés pour pouvoir en parler de sexualité avec votre enfant, n'hésitez pas. La technicienne, elle a retiré mon micro. Alors n'hésitez pas, c'est juste le petit mot de la fin. Alors, n'hésitez pas justement à aller chercher de l'aide, à aller vers l'association notamment. On est là, Action Sida Martinique est là. On ne parle pas, vous avez vu, vous avez bien compris qu'on ne parle pas que du sida, mais aussi de la santé sexuelle, de la sexualité. Et il y a des intervenants qui sont compétents et qui sont là pour vous accompagner. On a un pôle documentaire spécialisé en santé sexuelle aussi, où on vous a montré quelques documents, notamment les questions d'ados, pour pouvoir vous accompagner dans cette thématique. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Alors, demain, attention, c'est à 14 h, heure de Martinique. Et alors, si vous êtes en France, par contre, c'est du 5 h. 19 h, voilà. Ils ont changé l'heure. Alors, 19 h, heure de France, ce sera l'accompagnement des publics en difficulté. Et on sera avec François Crochon, qui est sexologue au CRS, donc c'est le Centre de ressources handicap et sexualité, et Françoise Mulatieri, qui est intervenante auprès des personnes en situation de handicap. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 14 h sur Zoom. Si vous n'avez pas le lien pour demain, envoyez-moi un mail. Je rappelle, Formaction, F-O-R-M, action au singulier, sida, Mart, M-A-R-T, @orange.fr. Forme, action, sida, Mart, @orange.fr. Sinon, je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir. Au revoir, Rida. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bon courage aux parents comme moi-même. Au revoir aux parents. Bon courage aux parents comme moi-même et aux grands-parents aussi. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir tout le monde.